La nuit où mon mari a gagné 19 millions d'euros, sa famille m'a mise à la porte comme si j'étais un déchet et l'a obligé à demander le divorce. Sans aucun avertissement, comme ça, d'un coup, je suis passé d'épouse à sans-abri. Mais ce qu'il n'avait jamais vu venir l'a laissé à genoux, implorant de l'aide. Bonjour, je m'appelle Camille. La nuit où mon mari a gagné 19 millions d'euros, je pensais que nous allions enfin pouvoir respirer. Au lieu de ça, sa famille m'a tendu un sac poubelle en me disant « On n'a plus besoin de toi ». Le lendemain matin, il a demandé le divorce. Comme ça, d'un coup, je suis passé d'épouse à personne. Sans maison, sans mon nom sur quoi que ce soit, juste le silence et une porte verrouillée. Mais ils avaient oublié une chose, je n'avais plus rien à perdre. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'une femme devient la plus dangereuse. Avant de nous lancer, à quelle heure écoutez-vous Ceci est doux? Laissez-le dans les commentaires, car ce qui s'est passé ensuite l'a laissé à genoux, me suppliant de l'aide. Leur auriez-vous pardonné? On dit que l'air change quand votre vie change. Cette nuit-là, il n'a pas seulement changé, il est devenu épais, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. La salle à manger chez Edith brillait sous un lustre de mauvais goût en forme de bois de serre, un vestige de la face de chasse de son défunt mari. Nous étions là pour ce qui était censé être un dîner de vendredi ordinaire avec la famille d'Antoine, poulet rôti, vin en cubi, et sa sœur, Amélie, me jugeant du regard comme toujours. Puis, la télévision dans le coin, qui diffusait habituellement une rediffusion d'une émission de faits divers, a hurlé une annonce du loto. Antoine avait acheté le billet sur un coup de tête la semaine précédente dans une station-service du coin. J'étais avec lui, plaisantant que si nous gagnions, j'aurais enfin cet atelier de poterie qu'il appelait toujours « mon petit fantasme ». Nous en avions ri. Je n'ai jamais pensé que nous gagnerions, mais c'est arrivé. 19 millions d'euros. Antoine a sursauté, le visage figé une seconde avant d'éclater en un cri de joie fort et à moitié ivre. Tous les autres ont crié, applaudi, fait sauter le champagne qu'Edith avait par hasard au frais. J'étais encore sur ma chaise, souriant maladroitement, le cœur battant, quand Antoine s'est levé pour porter un toast. Il a levé son verre et a dit, aux gens qui ont toujours cru en moi, à la famille qui n'a jamais renoncé à moi. Il ne m'a même pas jeté un regard, pas une seule fois. Je l'ai senti dans ma poitrine comme une pierre, du genre qu'on ne peut ni recracher ni avaler. Quand je me suis tourné vers Edith, espérant quelque chose, une forme de reconnaissance, elle s'est penchée près de moi avec un sourire pincé et a murmuré, « Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la richesse, ma chère. » J'ai ri. Que pouvais-je faire d'autre? J'ai ri comme si je n'avais pas entendu le venin dans son murmure, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fendu, comme de l'argile qui se fissure dans un four. Après la fête, Antoine et moi sommes rentrés à la maison en silence. Les essuie-glaces balayaient rythmiquement, chassant une bruine qui semblait venir de nulle part. Je regardais par la fenêtre, répétant dans ma tête comment dire « Je suis heureuse pour nous », mais ça n'est jamais sorti. À la maison, j'ai enlevé mes talons, massant la plante de mes pieds endoloris. Antoine se déplaçait dans la chambre sans me regarder, enlevant son blazer, consultant son téléphone. J'ai essayé de briser le silence, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a fait une pause, toujours sans me faire face. Que veux-tu dire? Je veux dire, notre vie. Je pensais que ça pourrait être notre nouveau départ. Peut-être même reconsidérer l'idée d'un bébé, ou au moins. Il a expiré, brusquement et rapidement. Camille, je pense que nous devons parler de nous séparer. J'ai cligné des yeux, à moitié en riant, comme si c'était une blague. Séparer les tâches ménagères? De quoi parles-tu? Il s'est enfin tourné. Ses yeux étaient vitreux, non pas à cause de l'alcool, mais de quelque chose de plus froid. J'ai rencontré l'avocat de la famille cet après-midi. Je veux que les choses se fassent proprement. C'est le bon moment, avant que tout ne devienne compliqué. Mon estomac s'est noué. Tu as, quoi? Ma voix s'est brisée sur le deuxième mot. C'est mieux comme ça. Pas de désordre, pas de dispute. Je serai juste. Juste, ai-je dit, à peine audible. Il s'est assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux. Écoute, nous nous éloignons déjà. Ça m'a juste donné de la clarté. Nous nous éloignons? J'avais été là, à ses côtés, pour chaque facture en retard, chaque refus d'emploi, chaque Noël où sa famille faisait comme si je n'existais pas. Et maintenant, soudainement, nous nous éloignons. J'ai essayé de l'appeler par son nom, mais il est resté coincé dans ma gorge.
Il n'a pas répondu, ne m'a pas touché, n'a pas eu l'air désolé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, ne sachant pas ce que je cherchais. Peut-être quelque chose à quoi m'accrocher, peut-être juste un mensonge auquel je pouvais encore croire. Vers minuit, je suis sorti pour respirer et c'est là que je les ai vus. Mes vêtements, mes chaussures, mon agenda fait main, fourrés dans des sacs poubelles, alignés proprement sur le porche, comme si le jour des poubelles était arrivé en avance. Une boule m'a obstrué la gorge. J'ai fixé les sacs pendant plusieurs secondes, espérant que c'était une mauvaise blague. Puis la porte d'entrée a grincé. Amélie se tenait là, les bras croisés, appuyée contre le cadre comme si la maison lui appartenait. Elle a souri avec mépris. Rien de personnel. Ce sont juste les affaires. Tu ne fais plus partie de la famille. Je ne pouvais pas parler. Non pas que je n'avais pas de mots, mais parce qu'il y en avait trop et qu'aucun ne pourrait arranger ça. J'ai essayé d'appeler mes parents, 3 fois, directement sur la messagerie vocale. Le ciel s'est ouvert à ce moment-là, doucement d'abord, puis plus fort. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas couru me mettre à l'abri. Je suis juste resté là, pieds nus, ma robe d'été collant à mes jambes, la pluie se mêlant aux larmes que je ne me souvenais pas avoir laissé couler. À l'intérieur, je pouvais distinguer l'ombre d'Antoine, sa silhouette derrière la fenêtre en verre dépoli. Il a regardé une seconde, juste assez longtemps pour me rappeler qu'il choisissait cela. Puis les lumières se sont éteintes. Je me suis penché, j'ai fouillé dans l'un des sacs et j'ai sorti la seule chose qui ne sentait pas la trahison, un vieux carillon en argile que j'avais fabriqué pour notre premier anniversaire. J'y avais gravé ses initiales avec une aiguille en bois. Il ne l'avait jamais accroché, disant que ça ne correspondait pas à la maison. Eh bien, c'était à moi maintenant. Avec la pluie coulant sur mon dos, je suis descendu du porche. Mes chaussures avaient disparu, mon téléphone était en train de mourir et ma poitrine était vide, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai continué à marcher. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je ne pouvais pas rester. J'ai marché pendant plus d'1 heure, trempé jusqu'aux os, engourdi, et quand j'ai vu l'enseigne clignotante d'une station-service au loin, je me suis dirigé vers elle comme une naufragée nageant follement vers quelque chose, n'importe quoi. J'ai poussé la porte, les mains tremblantes. Le caissier a levé les yeux de derrière le comptoir, mâchouillant le capuchon d'un stylo. J'ai fouillé dans ma poche arrière et j'ai sorti mon portefeuille humide. Ma carte d'identité était à l'intérieur, à peine lisible à cause de la pluie. Je l'ai posée sur le comptoir à 2 mains, incapable de la tenir stable. Madame, dit doucement le caissier, ça va. Non, mais j'ai hoché la tête quand même. L'air à l'intérieur de la station-service sentait le café brûlé et la vieille eau de Javel. Je n'ai même pas tressailli lorsque le carillon au-dessus de la porte a sonné derrière moi. Je devais ressembler à quelque chose sorti d'un film triste, les cheveux dégoulinants, la veste collée à mes bras, les mains tremblantes alors que je posais ma carte d'identité sur le comptoir. Le caissier, un homme d'âge moyen avec des yeux fatigués et une casquette du PSG, a haussé les sourcils. Il n'a rien dit au début, me fixant comme s'il n'arrivait pas à décider si j'étais une source d'ennui ou une tragédie. « Ça va, madame ?» a-t-il finalement demandé, sa voix rude par le poids de trop de quarts de nuit. J'ai hoché la tête, un mensonge. J'ai juste besoin de charger mon téléphone. Ma voix était rauque, fatiguée, froide, brisée. Il a pris un vieux chargeur derrière le comptoir et m'a indiqué une chaise en plastique délavée près des plats préparés pour micro-ondes. J'ai branché mon téléphone et j'ai fixé l'écran, éteint. « Un café ?» a-t-il demandé, tendant un petit gobelet en polystyrène. J'ai hésité. Il l'a posé à côté de moi quand même. C'est la maison qui offre. J'ai de nouveau hoché la tête. Merci. Mes doigts se sont à peine refermés sur le gobelet. J'ai regardé la lente progression de l'icône de la batterie sur l'écran, comme si c'était ma bouée de sauvetage. 30 minutes ont passé, peut-être plus. J'ai essayé d'appeler Antoine. Messagerie vocale. J'ai appelé ma sœur, puis ma mère, puis ma meilleure amie de l'université. Messagerie vocale, messagerie vocale, messagerie vocale. Il ne restait qu'un seul nom qui ne portait pas de jugement ni d'histoire, Léa. J'ai appelé. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix était ensommeillée. Allô ? Léa, c'est Camille. Une pause. Camille, tu vas bien ? Pas vraiment. J'ai essayé de rire mais je me suis étouffé. J'ai besoin d'un endroit pour dormir, juste pour cette nuit.
Une autre pause, puis une voix douce et prudente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas en parler. Je peux juste venir? Un soupir. Ouais, bien sûr, mais juste pour ce soir, d'accord? Bien sûr, juste ce soir. Il m'a fallu 20 minutes pour marcher jusqu'à son appartement. Le froid s'enfonçait plus profondément à chaque pas, et quand j'ai frappé à sa porte, mes os semblaient fragiles. Léa a ouvert la porte en pantalon de survêtement et sweat à capuche, les cheveux tirés en arrière, les yeux remplis de ce genre d'inquiétude que l'on réserve aux étrangers qui étaient autrefois des amis. Waouh, a-t-elle murmuré, on dirait que tu en as bavé. J'ai esquissé un demi-sourire. C'est une façon de le dire. Elle m'a tendu une serviette et m'a montré la salle de bain. Il y a des vêtements propres dans le placard. Tu peux dormir sur le canapé. Merci. Dans la salle de bain, j'ai enlevé mes vêtements trempés et j'ai enfilé un pantalon de survêtement délavé et un t-shirt trop grand. La chaleur me semblait étrangère, comme quelque chose que je ne méritais pas tout à fait. Quand je suis sorti, Léa était dans la cuisine, chuchotant à quelqu'un au téléphone, sa voix basse, pressée. Je ne sais pas, chérie. Elle vient de débarquer. Ouais, c'est bizarre. Elle n'a même pas expliqué ce qui s'est passé, a juste dit qu'elle avait besoin d'un endroit. Je crois qu'elle s'est fait larguer ou quelque chose comme ça. Je me suis arrêté dans le couloir, chaque mot s'infiltrant en moi. Elle avait tout, tu sais. La maison, le mariage parfait. Maintenant, elle squatte sur notre canapé. Je suis sorti de ma cachette. Léa s'est retournée brusquement, surprise. Et, ça va? J'ai forcé un sourire. Ouais, juste fatigué. Elle a hoché la tête maladroitement. Bien sûr. Le canapé est à toi. Je me suis allongé, tirant la couverture jusqu'à mon menton, fixant le plafond en crépi. Tout ce que j'avais construit, chaque heure, chaque sacrifice, semblait avoir été anéanti d'un seul coup. Quand Antoine travaillait la nuit pour obtenir ses certifications informatiques, je lui préparais le dîner. Je massais ses épaules pendant qu'il étudiait. Je répondais à des emails pour lui. Je l'ai fait parce que je croyais en nous, en lui. Et rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ni les voyages d'anniversaire que j'avais planifiés, ni les économies dans lesquelles j'avais pioché quand ses salaires étaient courts, ni la fois où j'ai dit à ma propre famille que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je n'ai pas seulement été exclu, j'ai été effacé. Je me suis réveillé au son de mouvements dans la cuisine. Le soleil filtrait à travers les stores. Léa préparait du café, évitant mon regard. Je me suis levé et je suis allé à la salle de bain, la tête encore douloureuse de la nuit précédente. Pas de brosse à dents. J'ai mouillé mon doigt, pressé une goutte de savon et me suis brossé les dents. Le goût était amer et humiliant. Léa a frappé légèrement. Quelqu'un vient de déposer ça pour toi. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu une enveloppe blanche. Il a dit que c'était urgent. Mon nom était écrit à l'encre bleue. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un document plié. Je l'ai déplié lentement, m'attendant à une facture, peut-être un mot. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une assignation au tribunal, une demande de divorce. Déposée la veille de la victoire au loto. Mes genoux ont fléchi et je me suis agrippé au lavabo. Le papier a volé jusqu'au sol comme une blague cruelle. Il avait tout planifié. La fête, les sourires, la froideur soudaine. Je n'ai jamais fait partie du rêve. J'étais juste un passif, et il m'avait éliminé. Proprement, de manière calculée et silencieuse. Il n'a même pas eu la décence d'attendre un jour. Le pire n'était pas qu'il soit parti. C'était que tout avait été décidé avant même que je sache que j'avais quelque chose à perdre. J'ai regardé par la fenêtre l'horizon. La ville bourdonnait comme toujours, les voitures ronronnant, la vie avançant sans moi. J'ai ramassé le papier par terre et je l'ai serré fort. Et j'ai murmuré, non pas à Léa, non pas au mur, mais à moi-même, ils ont oublié qui ils avaient épousé. Au moment où le soleil a plongé sous l'horizon, dorant les fenêtres du palais de justice, mes mains avaient cessé de trembler, mais pas mon cœur. Pas vraiment. Je ne suis pas retourné chez Léa tout de suite. Quelque chose en moi me démangeait, une partie de moi avait besoin de faits, pas seulement de sentiments. Alors, au lieu de rentrer à pied, j'ai traversé la rue et poussé les portes en verre du palais de justice départemental. À l'intérieur, l'air était lourd, sentant la colle à moquette et le vieux papier.
J'ai fait la queue derrière un homme qui se disputait pour une contravention et une femme qui essayait de changer son nom sur un acte de naissance. Puis ce fut mon tour. La greffière était d'âge mûr, les cheveux relevés en un chignon fatigué. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a offert un demi-sourire qui s'est rapidement estompé en voyant mon visage. Je dois vérifier une demande de divorce, ai-je dit, gardant ma voix stable. Elle a hoché la tête. Non, Antoine est un marchand et Camille Marchand, né Dubois. Elle a tapé rapidement, les touches claquant comme un métronome contre ma poitrine. Elle a penché la tête, puis a légèrement tourné l'écran pour que je ne puisse pas le voir. Oui, déposé il y a 2 jours. Sa voix s'est adoucie. Pour différents irréconciliables. Cette partie ne m'a pas fait mal, je m'y attendais. Mais ensuite, elle a hésité, ses doigts planant au-dessus du clavier. Il y a une pièce jointe. Elle a cherché dans un classeur et m'a tendu une copie. J'ai fixé le papier. C'était une renonciation, une déclaration qui disait « Moi, Camille Marchand, renonce volontairement à toute prétention sur les biens d'Antoine, y compris tous les gains futurs potentiels. » En bas, il y avait une signature. Mon nom, à l'encre, net, presque parfait. Mais ce n'était pas le mien. J'ai cligné des yeux, 1 fois, 2 fois. Mon estomac s'est retourné. Il a soumis ça avec la requête, ai-je demandé. La greffière a hoché la tête. C'est dans le système. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était du vol. Il ne voulait pas partager les gains. Il l'avait planifié. J'ai plié le papier en 2 et l'ai glissé dans mon sac à main comme s'il était radioactif. Je suis sorti. Le ciel était maintenant strié de lavande et d'oranges brûlées. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose presser ma gorge, une main silencieuse et invisible. Je ne suis pas allé loin, juste à un pâté de maison, dans un restaurant avec des néons bourdonnants et des banquettes en vinyle craquelé. J'ai commandé un café noir et j'ai demandé à la serveuse si je pouvais emprunter leur prise. Elle a hoché la tête et a gardé ses distances. Le vieil ordinateur portable de Léa était lent, du genre de lenteur qui vous rend reconnaissant d'ouvrir un seul onglet. Mais finalement, j'ai réussi à ouvrir Facebook. Je ne m'attendais à rien voir, mais j'ai cherché la sœur d'Antoine, Delphine. Elle avait posté une photo il y a quelques heures à peine. C'était elle et leur mère, les bras levés, champagne à la main. La légende disait, maman a toujours dit, quand on a de l'argent, on se débarrasse du poids mort. Tellement reconnaissante pour ce nouveau chapitre. La liberté, là où la manifestation fonctionne. Poids mort. J'ai fixé ces mots comme s'ils pouvaient se réarranger, mais ils ne l'ont pas fait. J'ai fait défiler plus loin, des mois en arrière. Une photo que je n'avais pas remarquée quand elle l'avait postée, enfouie sous une douzaine de poses de yoga et de bols de smoothie. C'était lors d'une retraite, un de ces ateliers de manifestation de week-end auxquels ils étaient tous allés avant le gros gain d'Antoine. En arrière-plan de la photo, sur un tableau blanc, 3 mots glaçants, gagner, planifier, et en dessous, séparation, investissement, transfert, consolidation, contrôle des actifs. Je me suis penché en arrière un instant. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas seulement Antoine. C'était la famille. Ils avaient planifié pour l'argent avant la victoire au loto, avant le divorce, avant même que je sache que quelque chose n'allait pas. Ils s'étaient assis dans un chalet dans les bois et avaient écrit mon effacement comme une stratégie. Ils n'avaient jamais eu l'intention de m'inclure dans leur avenir. Ils avaient prévu de me supprimer. J'ai fermé l'ordinateur portable, les mains tremblantes. J'ai quitté le restaurant, j'ai marché 3 pâtés de maison dans un état second et j'ai fini assise sur un banc devant un Monoprix. Les lampadaires se sont allumés un par un. J'ai sorti mon téléphone, qui n'était plus mort grâce au chargeur que le caissier de la station-service m'avait prêté. Il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler qui ne commencerait pas la conversation par « Je te l'avais bien dit ». Mireille. Elle avait été ma comptable quand je travaillais en freelance, avant qu'Antoine n'insiste pour que nous simplifions tout dans le système de son cabinet. Elle disait toujours « Tu peux aimer ton homme, mais tiens un registre, au cas où l'amour oublierait ». Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, puis sa voix, familière, chaleureuse, prudente. « Camille ?» J'ai dégluti difficilement. « Tu te souviens m'avoir aidé à créer cette épargne d'urgence, celle qu'Antoine ne connaissait pas. » Silence, puis une douce inspiration. « Sous ton nom de jeune fille, oui. Je m'en souviens. Je n'y avais pas pensé depuis un moment. » Ma prise s'est resserrée. Est-ce qu'elle est toujours active?
Attends. Le son de sa frappe est parvenu au téléphone, puis une pause. Oui, toujours là. Le sol n'a pas changé. C'est modeste, mais c'est à toi. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas sans le sou, pas complètement. Il restait quelque chose que j'avais créé avant lui, pour moi. Merci, Mireille. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit honnêtement, mais ça ira. J'ai mis fin à l'appel. La rue autour de moi était calme maintenant, tardive, froide. Je suis retourné vers l'immeuble de Léa avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis le début de toute cette affaire. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. J'ai commencé une feuille de calcul. Au moment où le soleil s'est glissé à travers les stores le lendemain matin, mon café avait refroidi et j'avais plus d'une douzaine d'onglets ouverts, connexion bancaire, base de données du palais de justice, outils de recherche de numéros de téléphone inversés, et une note ouverte intitulée simplement « Reçu ». S'ils voulaient m'effacer, ils auraient dû être plus méticuleux. Le premier appel que j'ai passé était au bureau des archives départementales. J'ai utilisé mon nom de jeune fille, celui qu'ils traitaient toujours comme un insigne de honte, trop provincial, à leur goût, et j'ai demandé une transcription officielle de la demande de divorce. La greffière était polie, une femme nommée Denise qui avait probablement vu sa part de gens s'effondrer au téléphone. Juste pour vérifier, dit-elle doucement, Camille Dubois, c'est bien ça? Il y a eu une demande de divorce soumise sous Marchance et Dubois il y a 2 jours. Différends irréconciliables marqués comme cause. J'ai expiré par le nez. Et des documents joints. J'ai entendu ces clics. Oui, il y a une renonciation déposée, un accord de partage des biens et... Elle a fait une pause, une déclaration notariée qui dit que vous renoncez à toute prétention sur les gains ou les gains, et que vous l'avez signée en mai. Ma voix s'est légèrement brisée. Pouvez-vous me dire qui l'a notarié? Une autre pause. Un certain Kilian Marchand. Le cousin d'Antoine. Je me souvenais de lui à 2 barbecues, dont un où il m'avait qualifié de « trophée » en face. Son numéro de licence est-il indiqué? Denise a hésité. Madame, je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais sa licence est inactive. Suspendue il y a 6 mois. J'ai noté cela en majuscule. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de la fraude. Je n'ai pas explosé, pas encore. Au lieu de cela, je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai ajouté un nouvel onglet dans ma feuille de calcul, notaire invalide. Levier juridique. Il pensait que j'allais crier et supplier. Je préférais la documentation. Après une douche rapide et une tranche de pain grillé sec, j'ai de nouveau emprunté l'ordinateur portable de Léa et je me suis dirigé vers la petite agence immobilière où Adèle, une ancienne collègue d'Antoine, travaillait maintenant. Je n'ai pas appelé à l'avance. J'avais besoin d'honnêteté, pas de discours répétés. C'était un bâtiment modeste sur une rue commerciale vieillissante, du genre d'endroit qui sentait légèrement le café et le papier imprimé. Adèle a été surprise, puis s'est rapidement levée. Camille. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas. J'ai juste besoin de quelques minutes, ai-je dit doucement. Officieusement. Elle a hoché la tête et m'a conduite dans une pièce latérale. Il n'y a pas eu de poignée de main, pas de politesse feinte, juste 2 femmes qui s'asseyaient autrefois sur des chaises pliantes pendant les matchs de foot loisirs en prétendant faire partie de leur monde. Je me souviens, dit-elle après un moment, Antoine avait l'habitude de plaisanter en disant que quand l'argent arriverait, tu serais géré discrètement. Je pensais qu'il exagérait, mais alors? Adèle, les jeux interrompus, je dois savoir où est passé l'argent. L'argent du loto. Elle a hésité, puis a pris son téléphone. À l'époque où je m'occupais de certains formulaires de transfert, ils acheminaient une partie vers un compte sur la Côte d'Azur au nom de Brigitte. Sa mère. Mon estomac s'est retourné. Il l'a déplacé avant même que je voie les papiers. Oui, elle a dégluti. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une table rase et que tu étais une complication, que la famille devait consolider les actifs avant que ton nom ne s'en mêle dans des droits légaux. Cette phrase, ce mot. Complication. Ils avaient agi vite, sans pitié, efficacement. J'ai noté chaque détail qu'elle a pu me donner, nom de compte, banque d'acheminement, date de transfert, même le fait que la famille avait rendu visite à un agent immobilier à Nice. Je ne poursuivais plus seulement un mari. Je poursuivais une conspiration. Au crépuscule, je me suis retrouvé garé au bout de la rue de la maison de Brigitte.
Elle sentait autrefois la cannelle et la naphtaline, une odeur à laquelle je m'étais étrangement habitué. Maintenant, elle sentait juste le carton et les mensonges. 2 déménageurs transportaient une chaise longue en velours vers le camion. L'un d'eux l'a laissé tomber, a juré et a continué. J'ai regardé, les bras croisés, Brigitte se tenant sur son porche dans une robe en lin blanc impeccable, sirotant un thé glacé comme si elle n'avait pas juste participé à une embuscade légale. Je pouvais encore entendre sa voix de ce Noël, nous avons besoin de quelqu'un de propre dans notre famille maintenant, quelqu'un qui correspond à l'avenir. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas marché sur l'allée pour exiger des excuses. Au lieu de cela, j'ai pris une photo du camion de déménagement, j'ai noté la plaque d'immatriculation, j'ai tout écrit. Ils déplaçaient leur empire, une chaise de salle à manger et un coussin en soie à la fois. Et je suivais chaque pièce. De retour chez Léa cette nuit-là, j'ai allumé une bougie, j'ai fixé la feuille de calcul et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains ne tremblaient plus. Je n'avais pas peur. Il m'avait sous-estimé parce que j'aimais en silence. Maintenant, je me battrais de la même manière. Et cette nuit-là, j'ai envoyé un email au fisc. Cette nuit-là, après avoir envoyé l'email au fisc, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé froid et un bloc-notes rempli de flèches, de coches et de noms soulignés 2 fois. Mon téléphone a vibré vers 4h17 du matin, une notification indiquant que mon message avait été reçu par la division des fraudes. C'était quelque chose. Pas la justice, pas encore, mais quelque chose. J'allais me resservir du thé quand le téléphone a sonné. Ce n'était pas un numéro que je reconnaissais au début, un indicatif d'une autre région, mais quelque chose dans les premiers chiffres a remué une étrange douleur en moi. J'ai répondu sans réfléchir. Allô ? Il y a eu une pause, une respiration, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis que j'avais 10 ans. Camille ? Mon cœur a cogné une fois, puis s'est figé. Papa ? J'ai vu ton nom, dit-il, dans les dossiers immobiliers. La vente à La Rochelle. C'est passé sur mon bureau. Il a hésité. Je sais ce qu'ils t'ont fait. C'est ce qu'ils m'ont fait. Je me suis levé lentement, posant ma main sur le comptoir pour me soutenir. De quoi parles-tu ? Ils m'ont effacé, dit-il, plus doucement maintenant. Il y a 30 ans. Les frères de ta mère. Ils ont utilisé un homme nommé Mel Durand. C'était un jeune avocat à l'époque. Ils ont dit que j'avais volé de l'argent du trust familial. Ils avaient des documents, des signatures. Rien de tout cela n'était à moi. J'ai fermé les yeux. Marchand, le même nom de famille que mon ex-mari, ai-je demandé. Tu me dis que la famille de mon mari, les Marchands, était impliquée dans ton coup monté à l'époque. Même cabinet, mêmes astuces. J'ai enquêté une fois, avant de partir. Toute cette famille est dans le business de faire disparaître les personnes gênantes depuis des décennies. Il n'a pas pleuré. Moi non plus. Pourquoi maintenant, lui ai-je demandé, ne sachant pas si je devais chuchoter ou crier. Pourquoi revenir maintenant ? Parce que j'ai vu ce qu'ils essaient de te faire, dit-il, et je n'ai jamais cessé d'être ton père, Camille. Pas une seule seconde. Je n'ai pas répondu, pas encore. Le silence disait tout ce que je ne pouvais pas dire. Plus tard ce matin-là, je suis resté assise dans ma voiture pendant 15 minutes devant un garde-meuble qu'Antoine et moi louions à l'époque de nos études supérieures. Je n'y étais pas allé depuis des années. J'ai failli ne pas renouveler le bail après notre séparation, mais quelque chose en moi m'avait dit de le garder, au cas où. L'unité était petite, à peine assez large pour contenir le bureau que nous avions partagé autrefois, quelques boîtes d'archives scellées et un classeur qu'il avait insisté pour garder même si nous travaillions tous les deux sur des ordinateurs portables. J'ai enfilé des gants. La poussière sentait les vieux livres et les souvenirs inexprimés. Au fond, derrière une bâche et un panier à linge fissuré, j'ai trouvé un dossier ignifuge marqué de mon écriture, Camille, copie. À l'intérieur, j'ai trouvé de l'or. Notre contrat de mariage original, signé par un témoin, des documents de création d'entreprise avec mon nom clairement indiqué comme cofondatrice et co-signataire, des reçus, des dizaines d'entre eux, des paiements de frais de scolarité que j'avais fait pour son école de droit, des achats d'ordinateurs à mon nom, un prêt co-signé sous mon crédit. Et puis, dans la dernière enveloppe, un relevé bancaire. Un compte d'épargne joint ouvert pendant notre 2e année de mariage. Le compte était à nos 2 noms, mais je ne l'avais pas vu depuis des années, et maintenant je savais pourquoi.
Les fonds avaient été vidés juste avant qu'il ne demande le divorce. La piste était déguisée par une société écran dont Adèle m'avait parlé, le fonds sportif qu'Antoine utilisait pour faire sortir de l'argent des livres. Je me suis assise sur le sol froid et j'ai fixé les pages. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était une stratégie. Il s'y préparait depuis des années. J'ai tout scanné et sauvegardé sur 3 clés USB, une pour mon avocat, une pour un coffre-fort de secours, et une à garder avec moi. Quand j'ai verrouillé l'unité et que je suis retourné à ma voiture, l'air ne semblait plus lourd. Il semblait tranchant, concentré, comme de l'acier en train d'être affûté. L'après-midi, j'étais garé devant un immeuble en briques quelconque du centre-ville. La plaque sur la porte indiquait simplement « Liliane Moreau, avocate ». Pas de nom de cabinet, pas de publicité. Liliane Moreau m'avait été recommandée des années auparavant par mon ancien mentor, le professeur Lambert, lors d'une affaire de discrimination sexuelle qu'elle avait combattue et gagnée contre un conseil médical. Elle n'était pas tape à accent graveleuil, mais quand elle parlait, les juges écoutaient. Son bureau sentait l'encre et l'huile de citron. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes de lecture quand je suis entré. Camille Dubois. Utilisant le nom de jeune fille pour la démarche légale, oui, ai-je dit, en lui tendant la clé USB. Voici tout. Elle l'a prise sans un mot et l'a insérée dans son ordinateur portable. Pendant les 20 minutes suivantes, elle a cliqué, scanné, penché la tête de temps en temps, plissé les yeux. J'ai attendu. Finalement, elle a enlevé ses lunettes. Vous avez été piégé, dit-elle simplement. Mais ça. Elle a tapoté l'écran, ça va bien au-delà du divorce. C'est du dépouillement d'actifs, intentionnel, coordonné. Ma gorge s'est serrée. Est-ce criminel, ai-je demandé prudemment. Elle m'a longuement regardé. Oui, en vertu de plusieurs lois. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Mon pouls n'était pas rapide, il était stable. Liliane s'est penchée en avant. Sa voix était basse, mais elle était claire et nette. Vous avez 2 choix, dit-elle. Vous pouvez passer par les tribunaux, vous battre pour la justice. Ce chemin est long, public et brutal. Ou. Elle m'a étudié un instant de plus, où nous les faisons disparaître. Légalement, financièrement et sur le plan de la réputation. Brique par brique. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis le début de cette affaire, je n'ai ressenti aucune peur, seulement de la clarté. Je n'ai pas répondu à sa question tout de suite. Je l'ai juste regardé, cette avocate aux cheveux argentés et au regard perçant, dont la voix ne s'élevait jamais mais me secouait jusqu'au plus profond de mon être. Justice ou disparition. J'ai expiré. Je veux que la vérité soit exposée, ai-je dit, d'une voix ferme. Que le monde les voie pour ce qu'ils sont. Chacun d'entre eux. Elle a hoché la tête, comme si elle connaissait déjà ma réponse. Le lendemain matin, j'étais de retour dans son bureau à 8 heures. Le café dans sa salle d'attente était brûlé, du genre qui a trop attendu, mais j'en ai pris une tasse quand même. Je n'avais pas besoin de caféine. Ce dont j'avais besoin, c'était d'avancer. Nous avons commencé discrètement. Pas d'alarme, pas de menaces, juste des dépôts de plaintes, l'un après l'autre, fraude, détournement de fonds matrimoniaux, comptes partagés non divulgués, même évasion fiscale. La famille d'Antoine avait laissé une trace écrite si arrogante, si brouillonne, qu'il n'a pas fallu longtemps à son assistante juridique pour commencer à surligner des sections en marmonnant « Sont-ils sérieux ?» Nous n'avons rien envoyé directement à Antoine pour le moment. À la place, une lettre a été envoyée à son cabinet. Elle était rédigée sur le ton le plus neutre imaginable, emballée comme une demande de titre de propriété de routine. Mais à l'intérieur, soigneusement agrafée, se trouvait une copie de notre acte de mariage, signé, notarié et horodaté, contredisant ce que son cabinet avait déposé pendant le divorce. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise dans un coin tranquille de la bibliothèque municipale à examiner des relevés bancaires scannés, son assistante l'a lu à voix haute pendant le déjeuner. Je n'ai pas vu la scène, mais plus tard, une de ses collègues m'a transmis la vidéo de la caméra de sécurité du café. On y voyait Antoine, suffisant dans son costume, sirotant un thé glacé pendant que l'assistante lisait la lettre à voix haute, sa voix faiblissant à mi-chemin. « Vous n'avez jamais divulgué cela, bégaya-t-elle. Ceci montre une propriété conjointée. Antoine, le décret de divorce. » Il a pris la lettre, et quand il a vu la pièce jointe, il s'est figé. C'était comme regarder quelqu'un réaliser trop tard que la porte qu'il venait de claquer était verrouillée de l'intérieur. Je n'avais pas besoin d'être là.
Le papier avait déjà parlé. Cette nuit-là, alors que j'organisais des reçus scannés sur mon ordinateur portable, mon téléphone a vibré. Un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Même numéro. J'ai répondu cette fois. Camille? La voix était hésitante, féminine, et étonnamment familière. C'est Héloïse. La cousine d'Antoine. Je me suis redressé. Héloïse m'avait toujours semblé du genre discret lors des réunions de famille, planant près du buffet, polie, un peu raide. Elle ne s'était jamais impliquée. Jusqu'à maintenant. Je sais que je ne devrais pas appeler, commença-t-elle, mais je ne peux plus porter ça. La culpabilité. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé remplir le silence. Ils l'ont planifié, a-t-elle chuchoté. Sa mère, l'oncle Jean-Pierre, même le frère aîné, Sébastien. Après la victoire au loto, ils ont eu cette réunion. Ils ont dit qu'il était temps de te couper les ponts proprement. Ils avaient un avocat en attente. Ils ont même fait une simulation pour qu'Antoine sache quoi dire pendant la médiation. Ils lui ont dit que s'il jouait bien son rôle, le tribunal accélérerait tout. Ils ont dit que s'il se débarrassait du poids mort, il le soutiendrait dans sa prochaine campagne politique. Je n'ai pas pu respirer pendant un moment. Héloïse n'avait pas fini. J'ai trouvé ça, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. C'est un message vocal de sa mère, le matin après que le loto a fait les gros titres. Elle m'a transféré l'audio. Je l'ai écouté 2 fois, assise par terre en silence. La voix de sa mère est arrivée, nette, froide. Assure-toi qu'elle soit partie d'ici vendredi. Elle n'est plus des nôtres. Pas l'une de nous. Comme si j'étais un objet dont il s'était lassé. J'ai envoyé le fichier à mon avocate cette nuit-là. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé dans le même bureau. J'ai apporté la nouvelle documentation, le fichier audio et un dossier d'activité bancaire montrant un schéma de retrait soudain lié à la société écran d'Antoine 2 semaines avant le dépôt des papiers du divorce. Elle a tout examiné avec ce même calme terrifiant. Ils ne se sont pas contentés de divorcer de vous, dit-elle finalement. Ils ont orchestré votre éviction comme une OPA hostile. J'ai cligné des yeux. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a joint le bout de ses doigts. Nous ne traitons plus seulement de fraude. C'est du dépouillement d'actifs orchestrés, de la diffamation, du sabotage émotionnel. Tout est traçable et prouvable. Je suis restée silencieuse. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Nous pouvons procéder de 2 manières. 1. Nous poursuivons cela discrètement par le biais des tribunaux civils et pénaux. 2. Nous le rendons public. Vous voulez dire, la presse? Elle a hoché la tête. Je connais quelques rédacteurs en chef qui se soucient des droits financiers des femmes. Vous n'êtes pas la seule à qui cela est arrivé, Camille. Mais vous pourriez être la première à l'avoir suffisamment bien documenté pour que ce soit indéniable. J'ai pensé au sourire suffisant d'Antoine, aux yeux méprisants de sa mère. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ils m'ont rejeté, comme si je n'étais qu'un détail à régler, comme si je n'avais jamais compté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas versé une larme. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Brûlons la maison qu'ils ont construite. Quand j'ai quitté son bureau cet après-midi-là, le ciel était couvert. Le vent s'était levé, mais mon pas n'a pas faibli. Mes talons claquaient sur le trottoir comme des points de ponctuation, et dans mon sac à main, je portais la première ébauche d'un communiqué de presse. J'avais une dernière chose à faire avant d'allumer la première allumette. Je me suis tenu devant cette maison une dernière fois. Pas pour plaider, pas pour pleurer. Juste pour la regarder en face avant de tout réduire en cendres. Métaphoriquement, bien sûr. Mes doigts ont effleuré la grosse enveloppe dans la poche de mon manteau. À l'intérieur, une injonction légale et chaque preuve que j'avais gardée précieusement pendant des semaines. Antoine ne le savait pas encore, mais aujourd'hui était le début de sa déchéance. Les lumières du porche étaient allumées. Le soleil du milieu de matinée filtrait à travers le sycomore, projetant des ombres déchiquetées sur l'allée. J'ai sonné et j'ai attendu. Quelques secondes plus tard, la porte a grincé. Antoine a répondu, en pantalon de survêtement et avec la même expression suffisante qu'il portait la nuit où il m'avait enfermé dehors. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompu. C'est pour toi. Je lui ai tendu l'enveloppe scellée. Qu'est-ce que c'est, a-t-il ricané. Un autre de tes jeux. Non,
ai-je dit calmement. Celui-ci est réel. C'est du tribunal de grande instance. Tes comptes liés au gain? Je l'ai. À partir d'aujourd'hui. Son sourire a vacillé. Il a déchiré l'enveloppe comme si elle pouvait mordre. Quand ses yeux ont heurté le mot « injonction », sa posture a changé. J'ai regardé les rouages tourner dans sa tête, la confusion se transformant en inquiétude, l'inquiétude en incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il marmonné. « C'est du harcèlement. » Je n'ai rien fait, ai-je répondu. Ta signature, si. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, sa mère, Brigitte, est apparue à la porte derrière lui, tenant une tasse comme si c'était un trophée. Sa voix dégoulinait de dédain. Tiens, l'assisté est de retour. Je n'ai pas tressailli. Détends-toi, Brigitte. Je ne suis pas venu pour rester. Je suis venu pour fermer la porte pour de bon. Je me suis tourné pour partir. Mes talons ont claqué une fois contre la marche du Porsche, puis une autre fois, et c'est là que j'ai entendu le crissement des pneus. Une camionnette blanche s'est arrêtée au bord du trottoir, puis une deuxième voiture. Des journalistes ont sauté, caméra déjà en main. J'ai continué à marcher, stable, alors que les flashs illuminaient le trottoir comme des feux d'artifice. Madame, est-il vrai que vous avez été spoliée de votre part du loto? Antoine Marchand a-t-il falsifié des documents pendant le divorce? Est-il vrai que son cabinet d'avocats fait l'objet d'une enquête? Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je les ai laissés demander, laissé leur curiosité s'envenimer. Je me suis glissé dans le VTC qui attendait et je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où je suis rentré à la maison, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer. Cette nuit-là, ma boîte de réception a explosé. Alerte d'actualité, hashtag, clip vidéo d'Antoine balbutiant derrière son portail. J'ai regardé tout se dérouler depuis ma table de cuisine avec un verre d'eau à la main et un cœur stable. Un titre s'est démarqué, scandale amoureux du loto, un mari accusé d'e cacher des actifs dans un divorce désastreux. Un autre, la justice est un plat qui est ce mange froid. Les commentaires ont afflué. Des inconnus de tout le pays se sont exprimés, comment peut-on gagner des millions et quand même arnaquer la femme qui a construit votre vie avec vous? Dégoûtant. J'espère qu'elle lui prend tout. Je ne me sentais pas triomphante. Pas encore. Mais le silence en moi avait changé. Je pouvais respirer plus profondément. Je n'avais plus besoin de convaincre personne. La vérité commençait à parler d'elle-même. Et puis est venu le retournement de situation. Ce matin-là, j'ai envoyé l'extrait vocal anonymement à 3 contacts médias, ceux en qui j'avais confiance pour vérifier avant de publier. C'était court, 22 secondes, qualité granuleuse mais assez claire. La voix de Brigitte, assure-toi qu'elle soit partie d'ici vendredi. Elle n'est plus des nôtres. Puis un petit rire, le genre de rire que l'on entend quand quelqu'un pense avoir gagné. Je n'ai pas ajouté de contexte. Je n'en avais pas besoin. À midi, la vidéo avait été repostée plus de 400 000 fois. Le nom d'Antoine était en tendance. Les gens disséquaient chaque détail. Son bureau a publié une déclaration vague, nous avons placé Monsieur Marchand en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne. Brigitte a fermé ses réseaux sociaux. Le frère d'Antoine a supprimé la moitié de la famille élargie de ses amis. Le groupe qui s'était autrefois uni contre moi implosait maintenant publiquement. C'était poétique. Mais ensuite est venu l'appel. Tard dans la soirée. Mon téléphone s'est allumé. Antoine. J'ai failli ne pas répondre. Mais je l'ai fait. Camille. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas répondu. J'ai besoin de savoir. Voulais-tu vraiment nous détruire tous? J'ai expiré lentement, pas en colère, juste lucide. Non. Cette partie, c'est vous qui l'avez faite. Silence. Puis j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet et je me suis glissé sous les couvertures. Pas de cauchemar cette nuit-là. Pas d'agitation, pas de réveil en sursaut. Juste du sommeil. Parce que pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas en fuite, ni caché, ni en train de m'excuser. Et dans ce silence, je savais que le prochain coup devait être celui qu'il n'avait jamais vu venir. Alors je l'ai fait. Discrètement, prudemment. Je n'ai pas crié, ni envoyé un autre avertissement. Je me suis simplement présenté. À l'heure, en personne,
et avec chaque vérité qu'il pensait que je n'oserais jamais mettre en lumière. Il était tôt quand je suis arrivé au palais de justice. Le soleil n'avait pas complètement percé la brume matinale, mais l'air bourdonnait de tension, comme si le monde savait que quelque chose était sur le point de se produire. Je portais un chemisier bleu marine rentré dans un pantalon gris. Simple, digne, pas accent grave l'œil. Mes cheveux étaient tirés en arrière, pas de maquillage à part un peu d'anticerne et de baume à lèvres. Je voulais être vu pour exactement ce que j'étais, une femme qui en avait assez. En franchissant les portes d'entrée, je les ai vus. Antoine et son avocat, debout près des ascenseurs, en pleine conversation. Il a levé les yeux et m'a vu, et pendant un instant, la suffisance a vacillé. Il a redressé son blazer, mais ses yeux fuyaient. Brigitte n'était pas loin derrière lui, portant un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle a plissé les yeux comme si je n'avais pas ma place ici, mais j'ai continué à marcher. La salle d'audience était déjà à moitié pleine. La presse dans les rangées du fond, des journalistes locaux avec des bloc-notes, quelques équipes de tournage postées à l'extérieur. Quelques voisins étaient là aussi, faisant semblant de ne pas regarder. J'ai vu Madame Lefebvre, la voisine, chuchoter derrière sa main à quelqu'un à côté d'elle. Nous nous sommes assis de part et d'autre de l'allée. L'avocat d'Antoine, un homme aux pommettes saillanté à la voix faite pour la radio, s'est levé le premier. Il a parlé de contributions et de devoirs conjugaux, me dépeignant comme une femme au foyer qui, bien que noble dans ses intentions, n'avait aucun intérêt légal dans cette manne. Elle ne travaillait pas. Elle n'investissait pas. Elle n'était pas présente pendant les années de développement commercial de Monsieur Marchand. Il a même jeté un coup d'œil à la foule pour appuyer ses dires. Elle était, respectueusement, une femme au foyer. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas interrompu. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. Puis mon nom a été appelé. Je me suis levé, j'ai marché calmement jusqu'à la barre et j'ai ouvert le mince porte-document noir que j'avais apporté avec moi. J'ai sorti 2 enveloppes. Toutes 2 étaient scellées, signées au dos. Je les ai remises au juge sans un mot, puis je me suis écarté. Le juge a pris son temps pour ouvrir le premier dossier et en parcourir le contenu. Il l'a passé au greffier, qui a remis des copies aux 2 équipes juridiques. Ce sont des registres financiers horodatés, a déclaré le juge à voix haute, indiquant que Madame Marchand, née Dubois, a remboursé les premiers prêts commerciaux de Monsieur Marchand. Plusieurs comptes de crédit sont à son seul nom. Est-ce exact, maître? L'avocat d'Antoine a cligné des yeux, cherchant ces mots. Et ceci, le juge a levé une deuxième feuille, semble être un accord notarié antérieur à la procédure de divorce, promettant que tout gain de loterie serait partagé à parts égales entre les 2 parties. Les 2 signatures sont présentes. J'ai entendu les murmures onduler derrière moi. Antoine s'est agité sur son siège. Brigitte avait l'air d'avoir reçu une gifle. Votre honneur, a tenté l'avocat d'Antoine, nous demandons une suspension de séance. Demande rejetée, a répondu le juge sans manquer un battement. Continuez. J'ai légèrement hoché la tête et j'ai de nouveau fouillé dans mon dossier. Il y a encore une chose. Cette fois, c'était une photo, en couleur, horodatée, de la caméra de sécurité de la station-service. Le greffier l'a transmise et le juge l'a levée vers la lumière. L'image montrait Antoine au comptoir, tenant le billet gagnant, et juste à côté de lui, moi. Je lui tendais le stylo. Nous avions tous les 2 nos mains sur le comptoir. Je me souvenais de ce moment. Nous avions plaisanté sur l'achat de chewing-gum. Il avait dit, tu as signé aussi, pour la chance. Personne ne riait maintenant. Le juge a haussé un sourcil. Donc, vous étiez présente lors de l'achat? Oui, votre honneur. Et j'ai signé le dos du billet. Il y a une autre copie dans les archives du bureau de la loterie. Elle devrait montrer les 2 signatures. Le visage d'Antoine s'est vidé de son sang. Mais ce n'était pas fini. Le juge a jeté un coup d'œil au dernier document. Nous avons également reçu un email soumis ce matin par une partie anonyme, prétendument de Brigitte Marchand à Monsieur Marchand. Dois-je le lire au dossier? La salle d'audience s'est penchée en avant. Le juge s'est éclairci la gorge. Tu dois faire passer les papiers avant que la sorcière ne s'en aperçoive. Si tu attends trop longtemps, elle réclamera sa part et nous serons coincés à partager ce qui devrait être à nous. C'est notre chance, Antoine. Tu sais que je ne t'ai pas élevé pour être faible. Prends la victoire et laisse-la derrière. Signé, Brigitte.
Il y a eu un hoquet de stupeur quelque part près du banc de la presse. Antoine s'est couvert le visage de sa main. Je suis resté immobile. Le juge s'est adossé. Compte tenu de ces preuves, j'accorde une injonction temporaire. La moitié des fonds du loto doit être immédiatement gelée. Madame Marchand, née Dubois, aura un accès provisoire à 50% de tous les gains jusqu'à ce qu'une date de procès formelle soit fixée. De plus, nous enquêterons sur une fraude potentielle liée au calendrier du divorce. La séance est levée. Il a frappé avec son marteau. Le bruit dans la salle d'audience a augmenté de volume. Des journalistes griffonnaient, des gens se levaient pour chuchoter. L'avocat d'Antoine s'est penché vers lui, mais Antoine semblait abasourdi. Brigitte, pour la première fois, n'avait rien à dire. Je me suis tourné pour sortir. En passant, j'ai senti une main frôler mon bras. Antoine. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne me détruis pas, j'ai fait une pause, je l'ai regardé, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement franchi la porte. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je n'ai pas arrêté de marcher. La voix d'Antoine m'a suivi sur les marches du palais de justice comme un fantôme suppliant de ne pas être oublié. S'il te plaît, ne me détruis pas, avait-il dit. Pas, je suis désolé. Pas, qu'ai-je fait? Juste ça. Et d'une certaine manière, cela m'a dit tout ce que j'avais encore besoin de savoir. La voiture attendait au bord du trottoir. Je n'ai pas parlé au chauffeur, j'ai juste hoché la tête et je me suis assise à l'arrière. Le palais de justice était derrière moi maintenant, mais je savais que mon dernier coup n'était pas encore terminé. Il devait être silencieux, digne, comme le silence juste avant qu'une page ne se tourne et que l'histoire ne change pour de bon. Au moment où j'ai atteint son bureau plus tard cette semaine-là, je savais exactement ce que je voulais dire. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. J'avais appris que les mots pouvaient être tordus, ignorés, moqués. Alors j'ai laissé une lettre à la place. Pas une lettre imprimée. Je l'ai écrite à la main, soigneusement. Pas de rature, pas de diatribe. Juste la vérité, stable et propre. Son assistante m'a regardé comme si elle me reconnaissait des nouvelles, mais n'était pas sûre de ce qu'il fallait faire. Je lui ai simplement tendu l'enveloppe, adressée à l'encre bleue avec son nom et rien d'autre. Elle était scellée avec un petit cachet de cire. Pas d'initiale, juste l'emblème d'une petite flamme pressée dans la cire rouge. S'il vous plaît, veillez à ce qu'il la reçoive en main propre, ai-je dit. Elle a hoché la tête, sans voix. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait son alliance, celle qu'il avait cessé de porter bien avant d'admettre pourquoi. Enroulée à côté, il y avait ma lettre. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas crié. J'ai raconté l'histoire comme je m'en souvenais. Comment nous avions construit à partir de rien. Comment je l'avais soutenu quand la banque ne le voulait pas. Comment j'avais souri pendant les mois sans salaire et les anniversaires sautés pour qu'il puisse poursuivre ses rêves. J'ai écrit comment l'amour ne meurt pas avec la trahison, il devient simplement autre chose. Plus silencieux, plus aiguisé. Et puis, vers le bas, j'ai glissé une photo. Elle était imprimée sur du papier mat, à l'ancienne, comme quelque chose qu'on enverrait à sa famille. Sur la photo, je me tenais devant un phare blanc sur une côte rocheuse de Bretagne, le vent dans mes cheveux, sans maquillage, sans prétention. Juste moi, seul, en paix. En dessous, j'avais écrit, je l'ai racheté. Pas pour nous. Pour moi. C'est ici que je recommence. Ce phare avait été notre endroit préféré, là où il m'avait demandé en mariage, où nous avions rêvé. Et où, des années plus tard, je me tenais à nouveau, cette fois sans lui. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais jamais eu l'intention. Certaines lettres sont destinées à être lues en silence. Quelques jours plus tard, la rumeur a commencé à se répandre. La famille d'Antoine, qui m'avait autrefois qualifié de fardeau avec un sourire, a commencé à se retourner les uns contre les autres. Brigitte a été assignée à comparaître après que quelqu'un a divulgué l'email qu'elle avait écrit, celui où elle le pressait d'agir vite, avant que la sorcière ne s'en aperçoive. Elle a essayé de nier, a prétendu qu'il était falsifié, mais les journaux du serveur ne mentaient pas. Ni les horodatages. Sa mère a cessé de se montrer aux événements publics. Son père, toujours si prompt à protéger le nom de la famille, a discrètement mis leur maison en vente. Les actifs gelés ont une façon de délier les langues loyales. Leur vie parfaite s'effilochait, une motion de justice à la fois. Et moi, j'ai fait mes mouvements en silence.
J'ai contacté chaque banque, chaque compte joint, chaque contrat. J'ai retiré mon nom. Proprement. Pas de drame, pas de menace. Juste de la paperasse et de la patience. Lorsque le premier chèque a été encaissé, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'en ai donné la moitié. Pas à des amis, pas à une cause portant mon nom. Je l'ai discrètement acheminé par le biais d'un trust à des refuges pour femmes, spécifiquement ceux qui aidaient les femmes abandonnées pendant un divorce ou manipulées financièrement jusqu'au silence. Je ne voulais pas de crédit. Je voulais une onde de choc. Puis j'ai emballé ce qu'il me restait, juste l'essentiel, et j'ai déménagé. Le phare n'était pas luxueux, mais il était à moi, perché au bord d'une falaise en Bretagne. Il donnait sur une étendue de mer qui ne cessait jamais de bouger. La première nuit que j'y ai passée, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas pleuré non plus. J'ai écouté les vagues. J'ai gardé les choses simples. Une bouilloire chaude, un bureau en bois près de la fenêtre, un petit canapé que j'ai trouvé d'occasion. Mais ce que j'ai construit à partir de là s'étendrait plus loin qu'aucun d'entre eux ne l'aurait jamais su. J'ai fondé quelque chose, discrètement, sous un autre nom. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait des femmes comme moi. Des femmes à qui on avait dit de s'asseoir et d'être reconnaissantes. Des femmes qui avaient signé leur nom au rêve de quelqu'un d'autre et qui avaient été effacées au moment où le rêve est devenu réalité. La fondation n'a pas fait les gros titres. C'est ainsi que je le voulais. Nous travaillions à petite échelle, localement. Une ville à la fois, une femme brisée à la fois. Pas de gloire, juste de la guérison. Un matin, des semaines plus tard, j'ai entendu frapper doucement à la porte. La mer était bruyante derrière elle, le vent portait une sorte de douleur que je ne connaissais que trop bien. J'ai ouvert pour trouver une fille, pas plus de 20 ans, peut-être plus jeune. Son sweat à capuche était trempé, ses yeux fuyaient comme ceux d'un oiseau. Elle n'a rien demandé, n'a pas dit un mot. Je me suis écarté. Entrez, ai-je dit. Vous êtes en sécurité ici. Elle m'a regardé comme si elle ne pouvait pas y croire. Je n'ai pas demandé qui l'avait blessée ni ce qu'elle avait laissé derrière elle. Je lui ai juste apporté une serviette et un bol de soupe. Le reste pouvait attendre. Assise avec elle, j'ai regardé par la fenêtre la mer. Ils m'ont pris ma maison. J'en ai construit une nouvelle. Ils ont essayé de m'effacer. J'ai allumé un feu à la place. Et peut-être, juste peut-être, que c'est comme ça qu'on renaît de ses cendres.